Je m'appelle Arthur Guérin, j'ai 35 ans. Ce sport, on a peu de compétiteurs en dessous de 25 ans, quoi. Alors moi, j'ai commencé l'apnée à 26 ans. J'avais un emploi à l'époque, donc j'ai continué à bosser, si tu veux, en parallèle de mon emploi. Non, Arthur, non. Pas en piscine? Non, attends. Reste à ta place, hein. Donc non, il a fallu que je développe ça différemment. En termes de spectacle et de visibilité, je pense. Donc on parlait uniquement de l'apnée. Salut les sportifs, c'est Hermano. On continue la série des apnéistes avec un champion qui s'est illustré dans une autre branche de l'apnée. En quelque sorte, on pourrait presque dire une discipline dans la discipline. Je veux parler de l'apnée dynamique en piscine. Pour ouvrir ce 13e casier des vestiaires, je vous propose l'interview d'Arthur Guérin-Boéry, que j'avais déjà eu l'occasion de présenter dans l'un de mes premiers podcasts qui s'appelait Place au sport. Vous tapez placeausport.spotcaster.com et puis dans la zone de recherche, vous tapez Arthur et vous devriez le retrouver. Vous voudrez bien malgré tout excuser la qualité de l'interview pendant laquelle Skype a été un peu capricieux, mais rassurez-vous, cela ne dénature pas du tout le propos d'Arthur, un apnéiste piscine qui défend sa discipline au sens large et encore plus spécifiquement l'apnée indoor. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, je le vois aux chiffres qui augmentent de jour en jour et je vous en remercie énormément. Mais on ne touche malheureusement pas assez de monde. Je planche sur des moyens d'aider les sportifs qui ont le plus de difficultés à financer leur carrière, mais la seule solution pour obtenir du soutien et être visible, c'est d'enregistrer encore et toujours des records d'audience. Alors vous le savez, direction Apple Podcast pour laisser une note 5 étoiles et une revue. Le podcast a aussi des comptes Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn et même Pinterest. Partagez-y votre commentaire, taguez-moi et je vous remercierai personnellement. Allez, assez parlé, je vous laisse avec Arthur. Salut les sportifs, c'est Hermano. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. J'ai lancé une série d'apnéistes, oui, où nous avons eu Pierre Forola il y a quelques semaines, nous avons eu Stéphane Toureau quelques jours après, et aujourd'hui nous continuons la série avec un grand champion que j'avais déjà eu la chance d'interviewer il y a 5 ans pour un autre projet. Salut Arthur. Salut. Ce que je te propose, Arthur, tout de suite, avant même de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, c'est de nous en dire un peu plus sur toi. Qui tu es, quand est-ce que tu as commencé le sport, quel âge tu as, ce que tu fais actuellement? Alors, voilà, il y a plein de questions là d'un coup, mais alors, en essayant de me souvenir de toutes, donc je m'appelle Arthur Guérin, j'ai 35 ans, je vis entre Paris et Nice, Côte d'Azur donc, et je suis un champion d'apnée français, voilà, et j'ai effectivement laissé plus ou moins ma carrière de sport, de compétiteur, on va dire, au sens classique du terme, de côté pour m'orienter vers d'autres activités, toujours autour de ce sport, en tout cas pour l'instant. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et donc aujourd'hui, en fait, voilà, je suis vraiment sur la reconversion, on va dire, post-compétition, même s'il y a quand même encore des challenges sportifs et des défis sportifs à relever. Effectivement, on va en reparler. Mais là, déjà, parce que on est bien obligé d'aborder le sujet, on enregistre ce podcast le 13 avril, le lundi de Pâques. On est tous en confinement. Comment est-ce que tu vis, toi, ton confinement, toi, athlète de haut niveau, retraité ou pas, tu restes un athlète de haut niveau. Comment est-ce que tu vis ton confinement? Bah écoute, ça pèse quand même pas mal sur le système, hein. Il faut avouer que c'est... voilà, c'est vrai que ça me manque un petit peu de sortir nager en mer, d'aller voir un peu les copains, et le contact humain me manque en fait, parce que je vis pas en famille, hein, donc je suis célibataire sans enfant, je vis pas en famille, donc c'est vrai que c'est assez pesant en fait, hein, au quotidien, et on n'est pas fait pour vivre comme ça totalement isolé. Et au même titre que la promiscuité, qui doit être quand même assez difficile à gérer aussi, j'imagine, pour des familles qui vivent en confinement comme ça. Donc en fait, moi je dirais que ma position, en fait, c'est celle d'un confiné, voilà. En appartement. Bon, heureusement, j'ai vu sur la mer quand même, donc c'est quand même agréable. Je suis ici à Beaulieu-sur-Mer, donc juste à côté de Nice.
Et écoute, je m'entraîne quand même malgré tout, donc j'essaie de m'entraîner quotidiennement, donc avec pas mal d'exercices en poids de corps du coup, donc beaucoup de prépa physique en poids de corps, et puis j'essaye de faire de l'apnée, ce qu'on appelle l'apnée statique à sec, nous autres apnéistes, c'est-à-dire que en fait voilà, je pratique pas en piscine, mais donc ici dans mon canapé ou allongé dans mon lit où je fais mes séries d'apnée statique, voilà, pour essayer de garder une petite accoutumance quand même à l'hypoxie, voilà, essayer de garder un tout petit niveau, même si je sais que ça n'a rien de comparable avec l'entraînement en conditions réelles, quoi. Donc c'est juste histoire de garder un tout petit niveau. Ouais, effectivement, je pense que c'est un petit peu ce qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux et dans tous les médias, c'est que les sportifs de haut niveau ont un petit peu du mal à s'adapter à ce confinement, enfin du mal. On n'a jamais vraiment du mal à s'empépériser, aussi hyper actif soit-on, mais c'est vrai que ça doit pas être facile de passer de X heures d'entraînement par jour, voire même par semaine, à rien du tout, ou à quelque chose de complètement différent. En tout cas, tu as quand même eu, entre guillemets, du bol dans ton malheur, parce que tu étais au bon endroit pour le confinement. Tu disais que tu vivais entre Paris et la Côte d'Azur. Tu étais sur la Côte d'Azur au moment du lancement du confinement. Voilà, enfin, on va dire que j'étais sur Paris au moment du lancement du confinement, pour être tout à fait honnête. Et en fait, à Paris, je vis chez ma tante, qui est assez âgée en fait et qui est asthmatique, voilà, donc qui est quand même une personne à risque. Et donc, ne voulant pas risquer de la contaminer, j'ai préféré partir, et c'était le deuxième jour du confinement, quoi. Donc voilà, je suis parti, mais bon, j'ai pris mes précautions, j'ai demandé au service d'information gouvernemental, j'ai pris la route et je suis descendu sur Nice, et là ça fait depuis quasiment le début du confinement du coup que je suis ici au bord de la mer. Mais effectivement, je préfère être ici que dans le 10e arrondissement parisien, quoi. Avec la terrasse et la mer, c'est mieux quand même. Pour travailler l'apnée, au moins tu ouvres la fenêtre et puis tu sens la mer. Ouais, voilà, mais surtout que bon, il y a une vue dégagée. Voilà, que Paris quand même pour le confinement, c'est quand même difficile, quoi. Franchement, je sais pas comment font ceux qui sont restés à Paris dans des petits appartements, seuls ou à plusieurs. Alors peu importe, là, franchement, ça doit être vraiment vraiment difficile, quoi. Moi, j'ai beau être en maison au Luxembourg à 5, donc avec 3 enfants, ça reste quand même difficile malgré le jardin et le beau temps auquel on a le droit depuis quelques jours. C'est ça, ouais, c'est que la promiscuité, je pense, elle est aussi difficile à gérer que la solitude en réalité dans ce genre de situation. L'idéal étant un compromis entre les deux, quoi. C'est-à-dire vivre en famille avec la possibilité d'avoir ses activités, d'être voilà, c'est un juste équilibre en fait, quoi. Donc c'est-à-dire que là en fait on est absolument pas dans ce cas-là, et je pense que c'est quelque chose qui est difficile à gérer, donc on n'a pas l'habitude, quoi. Ouais. Pour revenir un petit peu sur tes activités, tu nous disais que tu avais un petit peu du mal à vivre confiné, sans voir trop de monde. Pourtant, un apnéiste, on a quand même cette image de la personne très méditative, très introspective. Bien sûr. On a un peu cette impression, ne le prends pas mal, mais on a un peu l'impression que les apnéistes sont autistes quelque part. Vous êtes très renfermés sur vous-même. Est-ce que c'est juste une image? J'interprète pas ça comme un défaut, hein. Aujourd'hui, tu vois, c'est quelqu'un qui aime bien être, tu vois, dans ses pensées, ou qui est pas forcément hyper à l'aise, tu vois, dans cette société d'aujourd'hui. Je pense pas que ce soit forcément tu vois, à mon avis, c'est pas forcément négatif, quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois. Au contraire, quelqu'un qui se sent pas forcément à l'aise dans le monde d'aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui a peut-être appris à avoir un regard à prendre un peu de recul sur le monde qui nous entoure, et qui est pas forcément critique, mais en tout cas qui peut avoir des difficultés en tout cas à s'intégrer dans ce monde voilà qui nous entoure, quoi. Et donc c'est vrai que souvent les apnéistes sont comme ça, mais je pense que c'est pas une qualité, mais ça prouve en tout cas leur état d'esprit, que c'est pas forcément négatif de voir un apnéiste qui aime bien être chez lui tranquille plutôt que dans des supermarchés. Voilà,
Moi, j'interprète ça de manière plutôt positive, quoi. Oui, non, je ne disais pas le contraire, pas du tout. Je trouvais juste que c'était assez contradictoire entre l'image que vous renvoyez les apnéistes d'être plutôt solitaires, plutôt introvertis, et Ouais. le fait que tu nous dises que ça te manque Non, finalement le contact humain. oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ça va, je m'occupe, enfin, il n'y a pas de souci. Je pense que je le vis mieux que pas mal de gens, on va dire. Parce qu'effectivement, c'est pas un truc qui me dérange vraiment d'être seul, de pas voir forcément trop de monde tous les jours. Enfin, c'est pas un truc qui m'angoisse, on va dire. Par contre, j'ai peu d'amis, c'est vrai, mais c'est des bons amis. Mais j'aime bien les voir, tu vois, quand même. C'est-à-dire que j'ai pas plein d'amis, voilà, j'en ai que quelques-uns, hein, des vrais amis, des vrais potes. Ça se compte sur les doigts des deux mains, quoi, on va dire. Hein. Mais par contre, j'aime bien les voir, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien quand même qu'on partage un moment, qu'on boive un coup, qu'on rigole, qu'on fasse une petite soirée, un apéro ou quoi. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien quand même, quoi. Donc, je pense qu'il vaut mieux avoir peu de bons amis que beaucoup de connaissances, quoi, tu vois. C'est ma philosophie. Bon, bah, il reste les apéros Skype. Ouais, voilà, ouais, non, c'est pas un truc qui me, je suis pas trop là-dedans, mais non, mais disons que voilà, le contact de mes potes me manque quand même, quoi. Voilà, j'aimerais bien voir mes potes, sortir en mer, faire du sport, voilà, faire un peu la fête ou quoi, voir mes amis, c'est vraiment quelque chose qui me manque, quoi, c'est clair, quoi. Mais je veux dire, c'est pas un truc qui me déprime non plus, quoi. J'arrive à le surmonter, quoi. Revenons un petit peu sur ta carrière parce que tu nous as dit que tu étais champion d'apnée. Si je ne m'abuse, l'apnée c'est pas un sport, il y a plusieurs sports. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle était ta spécialité et comment tu es arrivé justement à devenir ce champion que tu es toujours? Moi, je suis un enfant parisien, hein. J'ai grandi à Paris, même si je suis né à Nice. Donc, j'ai grandi à Paris toute ma vie. Moi, j'ai toujours été attiré par l'élément aquatique, hein, depuis tout gosse. Et en fait, j'ai été marqué par le film, hein, qui m'a renforcé dans cette idée que je me faisais du monde sous-marin, de cette philosophie qui entourait ce sport, etc. Et qu'on aime ou pas ce film, hein, il y a sûrement plein de critiques à faire par rapport à ce film, et moi aussi j'en ai à en faire, mais je veux dire que ça a quand même participé à l'image que je me faisais de ce sport. Et donc là tu parles du film Le Grand Bleu. Oui, bien sûr, Le Grand Bleu, ouais. Et tout ça un peu est resté comme ça dans mon esprit toute mon adolescence en fait. Et après mes études parisiennes, moi j'ai fait des études d'ingénieur du son sur Paris, dans une école audiovisuelle, et du coup j'ai arrêté le sport complètement pendant mes études, et ensuite j'ai voulu m'y remettre, et j'ai commencé à chercher un club de natation parce que j'adore nager, donc je me suis dit tiens je vais m'inscrire en club, je vais pouvoir nager, et puis en fait en cherchant je me suis dit mais tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas j'adore l'apnée, est-ce qu'il n'y a pas des clubs d'apnée quoi. Et voilà, je pensais être le seul abruti à vouloir faire de l'apnée en club. Et en fait, j'ai cherché, je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs partout. C'était un sport qui était en plein boom déjà à l'époque. C'était en 2011. Et c'était un sport qui était en pleine explosion, quoi. Et donc là, je me suis renseigné. Et puis le premier club dans lequel il restait en gros une place libre, j'y suis allé. J'ai fait ce qu'on appelle un baptême et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis inscrit tout de suite après. Et j'ai commencé comme ça. Et effectivement, dans les villes comme Paris, où on est loin du bord de mer, ce qu'on pratique le plus, c'est ce qu'on appelle l'apnée indoor, donc l'apnée en bassin, en piscine. Donc il ne s'agit pas d'aller le plus profond possible, là, il s'agit d'aller le plus loin possible. Hein. C'est un autre sport. Et on creuse pas le fond de la piscine, on nage à l'horizontale, on essaie de faire la plus grande distance possible. Et donc voilà, j'ai commencé là-dedans, et donc étant donné que c'était la seule discipline que je pouvais faire, je me suis donné à fond dedans, et c'est ça que je faisais du coup. Et petit à petit, j'ai progressé. J'ai progressé assez vite, hein, donc c'est quand même été assez rapide. La première année, ça a juste été une année d'apnée découverte, on va dire, de familiarisation avec ce sport, cette discipline. Et puis la deuxième année, j'ai commencé les entraînements compétition, et là, ça a été très vite. En une saison, j'ai intégré l'équipe de France.
Mais voilà, donc c'est ça que c'est le seul, disons que c'est la seule discipline que je pouvais faire en fait, habitant Paris. Et effectivement, c'est à différencier de l'apnée profonde, ce que la majorité des gens connaissent, grâce notamment au Grand Bleu, qui elle se pratique plutôt en mer, hein, et qui là, le but est d'aller le plus profondément possible. Alors, ce qui est quand même important de noter, c'est que malgré que ce soit la discipline la plus connue, c'est pas la plus pratiquée non plus, en tout cas en France. C'est-à-dire que la majorité des pratiquants en France pratiquent en fait en piscine, parce que quand on réfléchit bien, en réalité, l'apnée en mer, ça correspond à quelques clubs sur le pourtour méditerranéen, on va dire français, hein, entre Nice et Marseille, grosso modo. Entre Nice et Perpignan, si on veut pousser plus loin. Et là, on a en gros quelques clubs qui proposent des sorties régulières en mer à l'année, on va dire. Bien que l'hiver, il y en ait beaucoup moins que l'été, déjà. Hein. Donc ça concerne que les gens qui habitent là et en gros les 4-5 mois de beau temps par an, on va dire surtout. Alors que l'apnée piscine, ça concerne tout le reste du territoire, y compris ces endroits-là, parce qu'on s'entraîne aussi en piscine dans ces endroits-là, et ça se fait toute l'année. Hein. Donc, en fait, ce qui se pratique le plus, c'est vraiment l'apnée indoor, même si ce qu'on connaît le plus, c'est l'apnée outdoor. Donc, il y a plein de gens en fait qui pratiquent en piscine, et c'est un sport vraiment à part entière. Alors, je suis pas en train de vendre plus la piscine que la mer, hein, évidemment, parce que j'adore plonger en mer aussi. C'est un sport magnifique et c'est un sport qui a aussi ses difficultés, comment dirais-je, ses bénéfices en termes de sensations, je veux dire. Hein. Mais tout comme en piscine, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ce sont deux sports différents. Et c'est ça qui est vraiment important de noter aussi, c'est que tu sais, il y a plein de gens qui dénigrent un petit peu l'apnée piscine en disant ouais. L'apnée piscine, c'est l'apnée des citadins, c'est l'apnée du pauvre. C'est un peu le parent pauvre de l'apnée de l'apnée en mer, quoi. Tu vois, genre c'est des mecs qui ont peur de descendre, du coup ils font ça en piscine, dans l'eau chlorée, je sais pas quoi. Enfin bref, toutes les conneries qu'on entend à ce propos-là, et qui viennent pas d'ailleurs que de la bouche de non-apnéistes, hein, qui viennent aussi de la bouche d'apnéistes. Notamment d'apnéistes qui pratiquent en mer, etc. En fait, ce que n'ont pas compris ces gens-là, c'est que ce sont deux sports différents. Hein, comme si on comparait, je sais pas, le surf et la natation, quoi. Hein, tu vois. Donc, c'est un sport à part entière qui n'a rien à voir, en fait, presque avec la profondeur. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes difficultés, c'est pas les mêmes facilités, hein, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas le même entraînement. Mentalement, ça n'a rien à voir. Hein, physiologiquement, ça n'a pas grand-chose à voir non plus, d'ailleurs, à part l'hypoxie et l'hypercapnie, on va dire. Donc en gros, voilà, ce qu'il faut que comprennent ces gens-là, c'est que ce sont deux sports qui n'ont rien à voir, en fait. Hein, et que chacun de ces deux sports a ses propres facilités, ses propres difficultés. Voilà. Donc ça, c'est important de le noter, parce que bon, tu vois, je me fais un peu le porte-parole des apnéistes piscine, on va dire, mais c'est vrai qu'on en a plein le cul d'entendre des gens cracher à la gueule de ce sport en permanence, alors que c'est un sport qui est tout aussi noble que la plongée profonde en réalité, quoi. Hein, notamment en termes de difficultés, et notamment en termes de difficultés concernant l'envie de respirer. Hein. Et ça, tout le monde le sait, hein. Personne ne le dit, mais tout le monde le sait, c'est que on a beaucoup plus envie de respirer en apnée dynamique, en piscine, qu'en profondeur, ou en tout cas beaucoup plus longtemps. J'imagine que ça vient peut-être aussi de cette, entre guillemets, ivresse des profondeurs. Plus on descend et moins on va avoir envie de respirer, alors qu'en piscine, on fait des allers-retours, on compte les carreaux, et au bout d'un moment, l'envie de respirer prend le dessus, non? Alors c'est dû à plusieurs choses. En profondeur, déjà, il y a toute une phase alors juste par rapport pour finir par rapport à ce que je disais avant de t'expliquer ça, attention, la plongée profonde a ses difficultés aussi, hein. C'est-à-dire que encore une fois, je suis absolument pas en train de mettre en avant dans mon discours l'apnée en piscine par rapport à l'apnée en mer, hein. Je suis en train de remettre juste les pendules à l'heure. En apnée profonde en mer, il y a aussi beaucoup de difficultés, notamment quant à la pression hydrostatique, la prise de risque, l'engagement, le relâchement, la relaxation, la compensation. Enfin, il y a plein de données qui n'existent pas en
en piscine et qu'il faut prendre en considération quand on plonge en profondeur en mer. Donc attention. Ensuite, par rapport à l'envie de respirer, alors juste pour répondre à ta question, c'est dû à plusieurs choses. Alors déjà, il y a effectivement une phase de chute libre quand on descend en mer qui est inactive. On est totalement relâché, on se laisse couler. Donc à partir des 20, 25 mètres, 30 mètres, en gros, on peut arrêter de palmer parce qu'en gros, on coule. Donc on se fait attirer par le fond. Et donc là, si tu veux, toute cette phase de descente, elle est très économe. Donc on sauve énormément d'énergie. On ne dépense pas d'oxygène, ou très peu d'oxygène. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la pression partielle des gaz dans le sang augmente. Et du coup, la pression partielle d'oxygène augmente aussi. Ça participe aussi un petit peu au fait qu'au fond, on se sent plutôt bien et on n'a pas trop envie de respirer en général. Aussi, au fond, il faut savoir qu'on est à la moitié de l'apnée. Donc, c'est pas... Et en plus de ça, on s'est laissé couler. Donc, il y a quand même... c'est quand même... c'est significatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop chargé en CO2, on n'a pas dépensé trop d'oxygène non plus. Donc, en fait, au fond, on est plutôt bien. Après, on remonte. Là, il faut s'arracher du fond, en revanche. Donc, ça demande un effort énorme. Et effectivement, là, l'envie de respirer arrive. Si tu veux, sur cette dernière phase, sur la phase de remontée, l'envie de respirer arrive et peut arriver d'ailleurs assez vite quand on commence à s'arracher du fond. Et là, après, il y a aussi des douleurs musculaires. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais effectivement, au niveau de l'envie de respirer, ça arrive à ce moment-là. Alors qu'en piscine, on nage tout le long. Les apnées pour les grosses performances sont plus longues qu'en mer en plus. On peut nager presque pendant 5 minutes quand on fait des grosses perfs en piscine. Je parle vraiment des 5 plus grosses perfs mondiales. On arrive près de 5 minutes de temps de nage. Donc c'est plus long qu'en mer. On nage tout le long et on n'a pas de variation de la pression partielle des gaz au niveau sanguin. Donc on est aidé en rien en fait. Donc on peut avoir envie de respirer très vite. Et moi par exemple, je suis un apnéiste qui a envie de respirer assez vite. Et en gros, autour de 50 mètres, je commence à avoir envie de respirer, quoi. Et en fait, après, il faut que je travaille dans cette envie de respirer pour arriver au bout de ma performance. Mais donc là, il y a un réel travail mental, effectivement, de dépassement de soi et de dépassement d'un réflexe de survie primaire qui est l'envie de respirer et qui est beaucoup plus présent. Il faut l'admettre que en plongée profonde en mer. Mais encore une fois, voilà, ça c'est une des difficultés de la piscine. La facilité de la piscine, on va dire que c'est qu'il n'y a pas de prise de risque, par exemple. Et à contrario, en mer, on va dire que la difficulté, justement, c'est la prise de risque qu'il faut gérer, parce qu'il y a quand même une prise de risque importante. On a une énorme masse d'eau au-dessus de la tête quand on est au fond. Mais on va dire qu'une des facilités, c'est qu'on a moins cette envie de respirer pressante qui peut arriver très vite dès le début, contre laquelle il va falloir, avec laquelle il va falloir travailler en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, chacune de ces disciplines a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Plonger en mer, faire de la profondeur, c'est génial, quoi. C'est grisant, c'est hyper agréable, c'est beau. Il y a des sensations qui sont sans commune mesure avec ce qu'on peut ressentir en piscine, mais je trouve que la piscine a aussi son intérêt, notamment en termes de technique de nage, de travail technique, de glisse aussi, de satisfaction aussi au niveau sportif, parce qu'une séance d'apnée en piscine qui dure 2 heures, on va nager pendant 1h45. Alors qu'une séance d'apnée entraînement en mer, en réalité, on va faire 8 apnées, 10 apnées, et ça dépend si on n'en fait pas des très profondes. Si on plonge profond, on en fait 2, quoi. Voire 1, si on plonge très profond. Donc il y a aussi, en termes de volume d'entraînement, je trouve ça aussi agréable d'arriver en piscine, de se mettre à l'eau et de nager vraiment pendant 1h30, quoi. C'est-à-dire qu'on enchaîne les longueurs,
on a vraiment travaillé l'apnée, quoi. Et ça, je trouve ça aussi agréable en piscine, par exemple. Effectivement, Stéphane Toureau qu'on avait sur ce micro il y a quelques jours nous disait que lui 80 et quelques, je crois, Ouais. et pour lui c'est une apnée qui dure 3 minutes. Donc à partir du moment où il se met dans l'eau jusqu'au moment où il en sort. Donc ça, c'est presque la moitié d'une des apnées des grands records en piscine. Ouais, alors voilà les grosses performances en piscine. Ouais, moi je sais que j'ai nagé 4 minutes 50 à la brasse, voilà, ça on peut presque aller jusqu'à 5 minutes, quoi. Je crois que Mateusz Malina a même été jusqu'à 5, donc on nage vraiment très longtemps. Et c'est vrai que du coup il y a ouais, il y a un travail différent à faire, en tout cas sur l'envie de respirer, quoi. Ça c'est clair. Et voilà, on n'a pas la prise de risque, mais voilà, encore une fois, on a l'envie de respirer qui est beaucoup plus forte. Préciser quand même pour celles et ceux qui nous écoutent que quand on parle de prise de risque, l'apnée est un sport quand même relativement dangereux, que ce soit en piscine ou en mer, et qu'il ne faut jamais pratiquer tout seul. Parce que apnée en piscine seule, t'as autant de risques que en profondeur. Bon, en profondeur, si tu descends et que tu restes accroché en bas, effectivement, c'est plus embêtant, mais c'est pas du tout un sport dangereux à partir du moment où on respecte les 2-3 règles de sécurité de base, on va dire, qu'il est indispensable de respecter, quoi. C'est-à-dire, en gros, jamais plonger seul. Ça, c'était la première des règles. Et alors, pas à se faire surveiller par sa grand-mère, hein, attention. Hein. Quelqu'un qui est formé pour repérer les incidents qui peuvent survenir en apnée et pour intervenir si jamais il y a un incident qui survient. Donc faites-vous surveiller par quelqu'un de formé. Donc en gros, pratiquer en club ou de manière encadrée. C'est ça la règle de base. Parce qu'effectivement, la perte de connaissance peut arriver plus ou moins sans prévenir en fonction des individus, et ça peut être très grave si on est seul. Donc ça peut même être fatal, enfin disons-le, quoi. Donc en gros, il faut ne jamais pratiquer seul, mais à partir du moment où on respecte cette règle de base, en tout cas, ça devient un sport tout à fait sûr, quoi. Voilà, hein, qui est absolument pas dangereux, et même en profondeur. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes de sécurité de plus en plus aboutis qui nous permettent de sécuriser la pratique de ce sport de manière encadrée, encore une fois. Et donc voilà. Après, moi j'ai ce discours-là qui est plutôt rassurant, à l'inverse de pas mal de gens qui ont un discours plutôt catastrophiste et très élitiste de la pratique de ce sport, qui est très bonne pour leur image à eux, mais pas très bonne pour l'image du sport en réalité. Donc c'est-à-dire que, et je trouve ça un peu dommage, hein, donc c'est pour ça que je le dis. Il y a pas mal d'athlètes qui jouent beaucoup sur le côté très élitiste. Je risque ma vie à chaque plongée. Je suis un extraterrestre, personne ne peut faire ce que je fais, absolument personne à part moi, etc. Et du coup, en fait, ça ne fait qu'une seule chose, c'est que ça dégoûte les gens, ça effraie les gens, ça les fascine, mais ça les effraie. Et en gros, ça va pas dans le sens du développement de ce sport, hein, qui a besoin, au contraire, de se développer, quoi. Et j'entends encore beaucoup trop aujourd'hui dans les médias, c'est un sport très dangereux, on risque sa vie, c'est un sport extrême très dangereux, c'est des inconscients, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, machin, etc. Et ça, c'est entretenu notamment à cause de ce discours-là qu'ont pas mal d'athlètes, hein, je suis désolé de le dire, mais qui est très élitiste et qui va pas dans le sens du développement de ce sport. Alors qu'en fait, c'est un sport très sûr à partir du moment où on pratique dans les bonnes conditions et qui peut apporter beaucoup de choses en termes d'équilibre, que ce soit physique ou psychique d'ailleurs, et qui mérite d'être essayé par le plus grand nombre, quoi, d'être pratiqué. Donc n'ayez pas peur surtout, et rapprochez-vous d'un club, quoi. Quand on fait de l'escalade, quand on fait de l'alpinisme, quand on fait de la Formule 1, quand on fait du parapente, c'est pareil, hein. C'est des sports très sûrs si on respecte les règles de sécurité, mais il faut respecter les règles de sécurité, hein. On saute pas en parachute sans parachute, quoi. Donc voilà, quoi. Règle de sécurité numéro 1, enfilez votre parachute avant de sauter, quoi. Bah, voilà, quoi. Et après, il y a quand même beaucoup moins de problèmes, quoi. Et il vaut mieux qu'il ait été plié par quelqu'un d'expérimenté, voire même vous, plutôt que plutôt que par je ne sais qui. Pour finir un peu sur ta présentation et la présentation de ton sport. Donc tu nous as dit une apnée en piscine pour les meilleurs et les plus grands résultats, ça tourne autour de 5 minutes. Ça représente quelle distance? Oui, parce que là, on parlait de temps de nage, mais c'était juste pour donner une indication sur ce que ça peut représenter en temps de nage.
Mais c'est absolument pas le temps de nage qui compte quand on fait de l'apnée dynamique en piscine, c'est la distance. C'est ça qu'on va retenir, c'est ça qui va déterminer notre place dans le classement en fait. C'est pas le temps, c'est la distance. Voilà, moi je sais que par exemple mes derniers records personnels, le fameux 300 là que j'ai fait en bassin, celui-là je l'ai nagé en 4 minutes 30 avec ma palme. Et j'avais fait 221 mètres à la brasse, et ça, je l'avais nagé en 4 minutes 50. Ça correspond à ça comme distance, mais c'est la distance qu'on retient. Voilà, c'est pas du tout le temps. Alors, il y a une épreuve de temps, c'est ce qu'on appelle l'apnée statique, où là, on ne bouge pas, et c'est uniquement le temps qui compte. C'est une discipline, d'ailleurs, qui se pratique en piscine aussi. Ça fait partie des disciplines de l'apnée indoor. Tu t'es présenté, tu nous as parlé un petit peu de ton sport, tu nous en as même fait l'éloge et la promotion. Je te remercie. Moi, je suis quand même très très initié parce que j'ai fait pas mal de plongée bouteille et d'apnée quand j'étais gamin. J'étais dans des clubs de plongée, donc je connais assez bien ces sports et que j'apprécie énormément. Mais c'est peut-être pas le cas, comme tu l'as dit, de toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Et il y a peut-être un petit peu un mythe qui tourne autour des différentes disciplines de ce sport, et je te remercie d'avoir replacé le débat là où il faut. Pour revenir un petit peu sur toi, donc on l'a compris, tu as arrêté un petit peu la compétition vers la fin des années 2017, si je ne m'abuse. Finalement, c'est un sport que tu as découvert plutôt sur le tard, à la différence de la majorité des athlètes qui découvrent leur sport quand ils sont très jeunes, 5 ans, 10 ans. Toi, tu as découvert ça après tes études. Du coup, j'imagine que le besoin de financement s'est fait sentir très vite, que tu avais rapidement besoin de trouver un moyen pour vivre de ton sport. Oui, bien sûr. Après, il y a beaucoup d'apnéistes qui arrivent sur le tard dans ce sport. En général, c'est pas. On a peu de compétiteurs en dessous de 25 ans, quoi. Donc, en général, ça concerne une tranche d'âge. Je dirais que c'est entre 25 et 35 qu'on a le plus de compétiteurs. Et en effet, moi j'ai commencé à l'âge de 26 ans, mais c'est pas un sport où il est nécessaire de commencer très jeune pour atteindre le haut niveau. Comme c'est un sport qui est essentiellement mental, si on a les capacités mentales pour réussir à se dépasser dans ce sport, on peut performer même en commençant assez tard, quoi. Et pour répondre à ta question, alors moi j'ai commencé l'apnée à 26 ans, j'avais un emploi à l'époque, donc j'ai continué à bosser, si tu veux, en parallèle de mon entraînement, enfin de mes entraînements et des compétitions. Et j'ai fonctionné comme ça pendant 3 ans. C'est ça, 3 ans, 2016-2017. En 2017, je crois, j'ai arrêté de travailler pour essayer de devenir apnéiste professionnel. Alors au début ça a été du mi-temps, du mi-temps. Je travaillais, mais je travaillais de moins en moins pour m'entraîner de plus en plus. Et puis je finissais par travailler de moins en moins pour m'entraîner de plus en plus. J'ai arrêté de travailler pour ne faire que m'entraîner, et en essayant évidemment là de commencer à démarcher divers sponsors. Et pour me rendre compte en fait assez vite que c'était impossible de fonctionner comme ça, quoi. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter en fait la compétition pour développer des activités qui permettent en fait de vivre de ce sport, des activités qui entourent ce sport et qui permettent d'en vivre. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait développer beaucoup la communication visuelle, la représentation pour des partenaires, pour des marques, la transmission aussi, donc le partage, les conférences en entreprise, dans le management, la production de contenu audiovisuel. En gros, ça passe par ce genre d'activité en réalité. Et non pas par la compétition. Donc en fait, j'ai arrêté mon boulot pour faire de la compétition, mais en fait j'ai fini par arrêter la compétition pour devenir vraiment apnéiste pro. Alors même si j'ai encore des objectifs sportifs, j'ai quand même laissé la compétition au sens on va dire au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire championnat du monde avec des équipes de France, machin. Ça je l'ai pour l'instant en tout cas. Je sais pas si c'est temporaire ou définitif, mais en tout cas pour l'instant
je l'ai laissé de côté, ouais. On n'en a pas parlé dans la présentation du sport, mais comment est-ce que se présentent les championnats nationaux, internationaux en apnée piscine? Est-ce que c'est comme l'image qu'on a dans le Grand Bleu, quelques personnes qui se regroupent pour essayer de faire un record, ou c'est vraiment quelque chose d'organisé? Il y a X nageurs qui se retrouvent et qui partent au fur et à mesure dans l'eau, et puis il y a un système de classement, de finale, etc. Alors le circuit des compétitions est très très bien développé, et d'ailleurs parfois qui est mieux rodé que les compétitions en mer, mais ça c'est juste parce qu'il y a un beaucoup plus gros volume de compétitions, et que du coup en fait maintenant ils savent comment gérer ça, quoi. Mais effectivement, il y a une fédération, notamment en France, la FFESSM, Fédération française d'études et de sport, qui a un circuit de compétition piscine très développé, donc national, en France, c'est la fédération française. Et ce circuit existe aussi à l'international. On a des championnats du monde et qui sont très très bien organisés aussi en général. C'est quand même assez rodé, quoi. Voilà, on a une fédération internationale qui s'appelle la CMAS, donc la Confédération mondiale des activités subaquatiques, et qui régit ces compétitions au niveau international. On a aussi on a un autre organisme, une autre entité qui organise des compétitions, c'est l'AIDA, qui est l'Association internationale pour le développement de l'apnée. Et pareil, là, on a cette entité qui existe au niveau national et qui existe aussi au niveau international. On a AIDA France et AIDA International. Ça a été créé, AIDA, par la France, c'est Claude Chapuis qui a créé AIDA. Et AIDA est très active et très spécialisée, notamment dans la pratique de l'apnée profonde. Donc il y a une grosse expertise là, un gros historique en termes de pratique de l'apnée profonde. Et il y a aussi des championnats piscine AIDA qui existent, alors à moindre échelle en France. Il y a beaucoup moins de compétitions que sur le circuit des compétitions fédérales, donc la FFESSM. Mais il y a tout de même quelques compétitions indoor AIDA en France. Et il y a un championnat indoor AIDA du monde, donc au niveau international. Donc là, c'est AIDA International qui l'organise. Et lui, il est assez sérieux aussi. Il est assez bien, assez développé, assez bien géré. Ouais. Donc disons qu'au niveau international, l'ACMAS et AIDA International ont des championnats d'apnée indoor qui sont quand même assez sérieux, assez bien gérés, assez bien développés. Et au niveau national, au niveau français, disons que la fédération délégataire d'État, donc la FFESSM, a un circuit qui est quand même sensiblement mieux développé que AIDA France, où il y a que quelques compétitions. Voilà, c'est assez marginal par rapport à ce que fait la fédération. Dans le circuit, dans ces deux circuits, AIDA, FFESSM, fédération CMAS pour l'aspect international, vous avez la possibilité d'avoir deux types de championnats dans l'année. Donc c'est un peu, vous avez un petit peu de chance d'y arriver. Ouais, c'est ça. Après, il y a des athlètes qui restent que chez l'un ou que chez l'autre, même si ça a tendance à se mixer de plus en plus. On a de moins en moins d'athlètes qui restent butés sur une seule entité. Maintenant, les athlètes vont de plus en plus faire les deux compétitions. Et c'est vrai que après cette guéguerre qui existe entre ces deux entités, parce que on va pas se voiler la face, il y a quand même une guéguerre qui existe depuis des années entre les deux. C'est vraiment complètement stupide, quoi. Et je jette pas la pierre sur l'un ou sur l'autre, je m'en fous. Moi, je suis absolument pas dans le débat. Enfin, je l'ai été à une époque, mais j'ai cessé de l'être parce que ça me pompait trop d'énergie. Cette guéguerre est complètement débile et elle nuit évidemment beaucoup au développement de notre sport. Ça, c'est clair. On est un petit sport niché. Même si tout le monde connaît ce sport, que ce sport fait rêver tout le monde et que dès qu'on parle d'apnée à n'importe quel média ou n'importe quel pélo dans la rue, tout de suite c'est je veux tout savoir, raconte-moi, c'est extraordinaire, c'est magnifique, machin. On est quand même un sport encore trop niché, on manque de développement, on manque de financement, on manque de sponsors, on manque de représentation médiatique, et on n'a pas besoin que au sein même de nos fédérations, de nos entités
organisatrice, on n'a pas besoin qu'il y ait des guerres comme ça fratricides entre nous, quoi. C'est absolument débile. Justement, le fait qu'il y ait 2 fédérations, donc peut-être 2 fois plus de compétition, pour un apnéiste, ça représente combien de déplacements dans une année à peu près? Il y a pas mal de déplacements, hein, si on est vraiment compétiteur, en fait, en tout cas en piscine. Il y a pas mal de déplacements parce qu'il faut faire ses preuves pendant la saison, donc il faut faire quand même, faut faire 4 ou 5 compètes, c'est quand même pas mal. Donc, ce qui veut dire qu'il y a ça plus les championnats de France, donc disons qu'il y a 5 déplacements sur la saison, plus un 6e déplacement pour la compétition internationale. Donc voilà, on va dire que par an, il y a au moins 5 ou 6 déplacements. Voilà, ça représente quand même pas mal d'engagement, ouais. Pas mal d'engagement et pas mal de budget aussi, j'imagine. Ouais, alors après, si on est dans le cadre fédéral, l'équipe de France prend en charge les déplacements sur les championnats internationaux et aussi sur les stages d'entraînement du groupe France qui ont lieu à Mulhouse en général. Donc là, la fédération prend en charge les déplacements. Et sur les compétitions pendant la saison, souvent les clubs participent aux frais de déplacement de leurs athlètes quand ils vont représenter les clubs sur des compétitions un peu partout en France, quoi. Donc souvent on a des aides au niveau du club, des clubs là les clubs en général mettent un peu la main au portefeuille pour aider les athlètes. Donc on est quand même un peu aidé, mais c'est vrai que ça reste un sport amateur où il faut souvent mettre la main au portefeuille. Ouais. Tu nous l'as dit, hein, les fédérations, enfin la fédération en l'occurrence, vous accompagne, les clubs essayent de vous accompagner un petit peu. Est-ce que quand tu te déplaces sur une compétition, tu te déplaces seul ou tu te déplaces avec ton staff et du coup ça démultiplie les coûts? Non, en général on se déplace seul. Bon, après on fait du covoiturage avec d'autres athlètes, enfin on se débrouille. Hein. Et sur les compétitions internationales, bah là tout est pris en charge de toute façon, donc là la question se pose pas. Mais non, après on se débrouille entre nous, ouais, s'il y a on remplit les voitures, quoi. Bon, malgré tout, il faut quand même mettre à manger dans le frigo et un peu de beurre pour les épinards et les pâtes chaque jour. Donc comment quel mécanisme tu as pu mettre en place toi pour pouvoir subvenir à tes besoins? Tu nous l'as dit au début, tu travaillais un peu moins, de moins en moins, t'as arrêté de travailler, donc comment est-ce que tu vivais? Bah écoute, alors en plus moi je suis dans une position assez spéciale parce que je crois que je suis le seul apnéiste indoor, on appelle ça comme ça, donc piscine entre guillemets, qui a réussi à construire une carrière professionnelle autour de son sport. Et je crois que je suis le seul, j'en connais pas d'autres qui ont réussi ce tour de force. Et j'aime mieux te dire que ça n'a pas été du gâteau d'y arriver, quoi. Effectivement, hein, parce que c'est si j'avais eu les titres que j'ai eu en mer, il y aurait aucun souci. Hein, aujourd'hui, je serais professionnel, on viendrait me chercher tous les jours pour les projets, quoi. Mais non, j'ai eu mes titres en piscine, donc non, ça change tout. Non, Arthur, non. Pas en piscine ? Non, attends. Reste à ta place. Hein. Donc non, il a fallu que je développe ça différemment et que justement j'articule mon discours autour de ce que m'avait apporté ce sport tout simplement et que je partage ça dans des conférences, dans les médias, etc. quand on me donne la parole. Et ça a participé à développer en fait mon image. Et mon image a commencé à plaire à des marques, et donc il y a des marques qui m'ont soutenu. Après, donc je fais il y a donc du sponsoring en représentation, donc en tant que égérie de marque, voilà, tout simplement. Avec des contreparties là-dedans, hein, bien sûr. Hein, ça peut aller de la conférence à l'initiation au baptême d'apnée, en passant par de la recherche et développement sur des produits. De la mise à disposition pour des événements, des lancements de produits, et puis la mise à disposition de son image aussi pour de la communication de marque, etc. Donc il y a plein de contreparties qui vont avec tout ça. Donc il y a cette activité de représentation. Et après, à côté de ça, il y a l'organisation de stages où je peux être invité, moi, par des clubs qui organisent des stages. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui organisent des stages, en gros, d'apnée.
ils m'invitent et moi, je prodigue des conseils d'entraînement aux stagiaires. Donc ça peut être intéressant. Et il y a aussi, mais ça reste très très marginal. Et il y a par contre les conférences où là, ça peut être une activité très intéressante. Et donc j'essaye d'en faire un maximum, même si j'ai pas encore investi le circuit de la conférence comme je le voudrais. J'en fais pas assez à mon goût, évidemment. Ça reste une voie très intéressante. Et à côté de ça, je lance aussi des projets actuellement audiovisuels, notamment une série documentaire et un projet de documentaire autour de mon futur record du monde, qui vont être des projets qui seront achetés par des diffuseurs et qui là vont être source de revenus aussi à terme. Donc voilà comment en gros j'organise mes activités professionnelles. Donc en fait, il y a absolument pas de compétition là-dedans, quoi. C'est purement uniquement des activités qu'on brode autour de ce sport. Sur la base des résultats que tu as pu avoir, tu peux représenter des marques ou des entreprises, tu peux intervenir dans ces entreprises. Donc c'est plus finalement une activité annexe qui découle des résultats que tu as déjà eu, voire des hypothétiques records que tu vas pouvoir faire, et on va en parler après, hein, des nouveaux projets que tu mets en place, plutôt que véritablement recevoir un salaire ou une contrepartie pour te permettre d'exercer ton sport dans les meilleures conditions. Ça n'existe pas dans l'apnée, malheureusement. Ça n'existe pas encore. Alors, s'il y a Stéphane Toureau qui y arrive, mais je crois que c'est le seul. Je crois que c'est le seul qui y arrive, c'est-à-dire à avoir vraiment des sponsors qui l'aident pour la pratique de son sport, pour la compétition. Je crois que c'est un des seuls, en tout cas en France. Hein. En France, je crois que c'est un des seuls. Tous les autres qui arrivent à être pro, bon, on n'est pas nombreux, hein. Donc, en gros, il y a Guillaume, Morgane, Stéphane et moi. Et Guillaume, Morgane et moi, on a arrêté la compétition, quoi, pour pouvoir développer justement des projets à côté. Donc c'est voilà. Je suis pas peu fiché à développer ça en étant apnéiste piscine. C'est vrai que je partais avec un sacré handicap quand même. Et ça m'a pas aidé, hein, alors que d'ailleurs il y a aucune raison pour ça, mais ça m'a vraiment pas aidé. Après, je plonge aussi en mer, hein, donc tous les visuels que je les fais en mer, évidemment, toutes les photos, enfin la majorité des photos et des vidéos que je tourne, en général, je les tourne en mer. Les projets que j'ai pour mes partenaires, d'ailleurs photos ou vidéos, ou même pour ma série documentaire ou autre, la majorité des projets se tournent en mer. Hein, ou en milieu naturel en tout cas. La piscine, c'est vraiment l'aspect uniquement et purement sportif, hein, qui est intéressant. Pour la communication des partenaires ou même pour les diffuseurs, les projets de reportage, de documentaire, etc. C'est le milieu naturel qui domine, et donc c'est aussi autour de ça que je développe ma communication. Hein. Je développe pas. Alors, mais ce que je veux dire par là, c'est que si je suis un apnéiste, effectivement, qui a eu des titres en piscine, c'est pas autour de l'apnée en piscine que je développe ma communication, évidemment. C'est autour de la mer, du milieu naturel, que ce soit des lacs, des cénotes, la mer ou autre, quoi. C'est le milieu naturel qui est le meilleur vecteur de communication, que ce soit pour les partenaires ou pour les médias. Alors, on en parlait un peu en off. Tu m'as dit que ton dossier de sponsoring, ou du moins ta recherche de partenaires, avait évolué. Mais je te rappelle que dans le dossier de sponsoring que tu m'avais fait parvenir en 2015, la photo d'illustration, c'était toi en monopalme en train de nager dans un bassin de piscine. Donc, tu avais quand même un petit peu communiqué sur ton image d'apnéiste piscine. Que j'étais naïf à l'époque. Il peut y avoir de très belles photos en piscine aussi. Hein. Non, ça peut être tout à fait planant. Il y a des photographes qui font des trucs extraordinaires. Et on a des photographes. Je pense à Jean-Charles Mess, je pense à Eric Flony, je pense à évidemment Alexandre Voyer, voilà, qui sont des photographes spécialisés dans l'apnée, qui excellent dans la photo d'apnée en mer et en piscine. Hein. Ils peuvent faire des trucs magnifiques en piscine aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, si tu veux, ce qui est important dans ce sport, c'est la communication visuelle. C'est pas ce que tu fais en réalité, toi, au niveau de tes titres. C'est-à-dire que les titres, tu les as eus, c'est bien, ça assit ta notoriété, ça te donne une certaine légitimité
par rapport à tes actions et ton discours. Mais après, ce qui fonctionne réellement, c'est ce que tu peux réussir à produire en termes en visuel. Hein. C'est-à-dire qu'après, on s'en fout que tu aies eu tes titres en piscine, en lac, en mer, en rivière, je sais pas, on s'en fout de ça. Il y a marqué un tel machin champion du monde d'apnée, et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Après, ce qui est important, c'est est-ce que tu vas réussir à transmettre un message correctement, à avoir un discours impactant avec toute la portée qu'il peut y avoir derrière, qu'elle soit philosophique, sportive, humaniste, etc., écologiste, etc. Et c'est ça qui est important. Et est-ce que tu vas réussir à faire des belles vidéos, des belles photos pour accompagner tout ça tu vois, c'est n'importe qui est capable de plonger avec des requins ou avec des baleines. Hein. Il faut pas être 5 fois champion du monde pour y arriver. Quoi. Faut pas avoir peur, quoi. Ouais, bon, c'est tout. Voilà, faut pas avoir peur, mais c'est tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui a pas peur peut y arriver. Hein, les titres, c'est quelque chose qui te donne la légitimité pour être le porte-parole, si tu veux, de ces choses-là. Mais après, ce qui est important, surtout, c'est de réussir à produire ces choses-là. Voilà. Et après, grâce au titre que tu as eu, tu te sers de la légitimité que ça t'a donné pour communiquer avec ces supports-là. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Mais on se fout du fait que tu as obtenu tes titres, combien de titres, d'ailleurs on s'en fout aussi, que ce soit en mer, en piscine, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le message que tu arrives à faire passer après avec la légitimité que tu as réussi à obtenir à travers tes titres, effectivement. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de chiffres. Alors, tu nous as dit de quelle année à quelle année tu as opéré et excellé sur le circuit national et international. Tu nous as dit un petit peu combien de temps duraient tes apnées, les distances. Est-ce qu'on pourrait parler aussi d'un budget un peu d'une saison d'apnéiste? Ça tourne autour de combien et qu'est-ce qui compose ce budget? La question qui tue. C'est compliqué parce que... Enfin, je veux dire, si t'es apnéiste, si tu ne fais que de t'entraîner, je veux dire, en gros, il faut vivre, quoi. C'est-à-dire, ça dépend où tu vis, dans quel pays tu vis, du niveau de vie, enfin comment dirais-je, du prix du coût de la vie dans l'endroit où tu vis. Et si t'es apnéiste dans la Creuse, ça va pas te coûter aussi cher une saison que si t'es apnéiste à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, quoi. Tu vois, c'est sûr, quoi. Donc, je sais pas, moi je dirais que ça coûte de l'argent, quoi. Après, la compétition en elle-même, ça coûte, il y a l'inscription aux compétitions, il y a le matériel, il y a la visite médicale, l'inscription au club, la licence, voilà, ça peut coûter un petit peu d'argent, quoi. Mais après, si on est sélectionné en équipe de France, en tout cas en équipe de France fédérale, les coûts tous les frais sont pris en charge par la fédération. Donc on n'a rien à sortir. Et après, il y a un peu le matos, effectivement. Mais voilà, bon, pour s'équiper, il faut prévoir 600-700 euros si on veut vraiment du matos de qualité. Après, faut prévoir 200 euros d'inscription au club, un peu plus pour 50 balles pour la licence et l'assurance et la visite médicale, et basta, quoi. Après, c'est bon. C'est parti, quoi. Finalement, ce que tu nous dis, c'est que dans l'apnée, dès lors que tu arrives à intégrer l'équipe de France, tous les frais que tu vas avoir, ça va essentiellement être ton niveau de vie. Après, oui, si on est apnéiste pro, qu'on n'a pas d'activité salariée à côté, il faut prendre en considération le coût de la vie comment dirais-je, dans les démarchages de sponsoring qu'on va faire, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Soit on vit comme un pacha, soit on vit modestement, et ça dépend de chacun aussi, quoi, derrière. Si je ne m'abuse, l'apnée n'est pas sport olympique. Est-ce que, malgré cela, vous avez quand même du soutien de la part de la fédération, de la part des régions? Est-ce que vous avez le statut de sportif de haut niveau et à ce titre, vous pouvez bénéficier d'aides, de bourses ou autres? Ou c'est vraiment uniquement, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu les clubs qui aident pour autant qu'ils puissent le faire et la fédération qui prend en charge les déplacements mais qui peut pas vous accompagner plus que ça? Malheureusement, on n'a pas de statut de sportif de haut niveau. Au contraire de la nage avec palme, par exemple, qui est dans la même fédération que nous, diverses raisons, et notamment des raisons administratives, beaucoup de quotas, de nombre d'athlètes représentés sur les championnats internationaux, de nombre de nations présentes sur les championnats internationaux. Enfin, en gros, tout ça, ça correspond à des critères très, très, très précis
que malheureusement on ne remplit pas encore. On n'a pas encore ce statut de sportif de haut niveau qui nous donnerait effectivement une petite aide, notamment au niveau de la prise en charge médicale, au niveau des formations qu'on pourrait avoir envie de faire. On aurait aussi des primes de médailles un petit peu plus importantes, je crois, si on était sportif de haut niveau. Donc voilà, là actuellement on a des primes de médailles. Alors ça c'est un des seuls acquis qu'on a réussi à avoir. D'ailleurs c'est pas nous qui nous sommes battus pour l'avoir, c'est les gens au sein de la commission apnée au sein de la fédération qui ont dû se battre pour avoir ces primes. Mais on a depuis quelques années des primes de médailles en championnat international. Donc, alors c'est pas Byzance, hein. Pour une médaille d'or en championnat du monde, c'est 2 000 €. Mais c'est déjà un petit geste. C'est déjà un petit geste. On est loin de la médaille olympique. Ouais, on est loin de la médaille olympique. Ouais. Après, malheureusement, on n'est pas encore sport olympique, non, parce que alors je sais pas d'ailleurs trop pourquoi, mais on s'est battu là pour être sport de représentation au JO à Paris, en 2024. On a été on était à la rencontre des membres du CIO en Italie. Enfin, on a vraiment joué le jeu. Je faisais partie de la délégation d'ailleurs, donc j'y étais. Et en fait, on s'est fait damer le pion par la breakdance au dernier moment. Alors c'était l'apnée profonde qui était censée être représentée. On parlait pas d'apnée piscine, bien sûr. Ça coûterait trop cher à la natation en termes de spectacle et de visibilité, je pense. Donc on parlait uniquement de l'apnée en profondeur en mer. Et on s'est fait doubler par la breakdance au dernier moment, je crois. En même temps, je ne me faisais pas trop d'illusions non plus sur ce qui nous attendait, mais en tout cas, il y avait des discussions. En tout cas, il y avait des discussions, mais c'est vrai que encore une fois, on manque de représentation au niveau médiatique. On manque un petit peu de licenciés aussi. Ce serait bien qu'on ait un petit peu plus de licenciés. Et je pense que des discours de sensibilisation et de démocratisation par rapport à ce sport, notamment de la part des athlètes dans les médias, peuvent participer au fait qu'on ait de plus en plus de licenciés. Même si, il faut reconnaître que depuis tous les clubs sont saturés de demandes, il y a des apnéistes partout. C'est un sport qui évolue très vite et qui explose ces dernières années littéralement. Donc c'est un sport qui devient... Alors, on n'en est pas encore au niveau suffisant justement pour avoir cette reconnaissance médiatique et pour avoir justement ces facilités pour être reconnu sport de haut niveau pour aller au JO, on va dire. Mais malgré tout, il y a un énorme engouement pour ce sport qui est en fait en train de devenir un sport un peu tendance. Notamment l'apnée indoor. C'est-à-dire que dans les grandes villes comme Paris aujourd'hui, par exemple, pour ne citer que Paris, on a des gens en quête un peu de pratique bien-être, tu vois, qui ont essayé le yoga, qui ont essayé le tai chi, qui ont essayé la méditation ou je sais pas trop quoi, et qui veulent quelque chose de nouveau, qui s'essayent à l'apnée. Voilà. Et donc ce sport est en train de rentrer comme ça dans cette sphère des activités, des sports bien-être, où on a des gens qui ont jamais été plongeurs de leur vie, mais qui se mettent à faire de l'apnée dans cette quête-là. Alors qu'avant, c'était un sport qui était réservé à une élite de chasseurs sous-marins qui voulaient garder le niveau pendant l'hiver et qui, du coup, s'entraînaient en piscine, quoi. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça, quoi. C'est monsieur tout le monde vient faire de l'apnée parce qu'on a dit que ça faisait du bien. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, souvent, ils y trouvent leur compte et ils restent avec nous, quoi. Donc, c'est très bien. Mais voilà, c'est un sport qui est en train de devenir un sport tendance. Alors ça, c'est un premier point qui est intéressant par rapport au développement de ce sport. Et deuxième point, c'est quand même que c'est un sport qui fascine tout le monde. C'est-à-dire que depuis le Grand Bleu notamment, tous les Français connaissent ce sport. Donc on dit à n'importe qui tu connais l'apnée, les gens disent oui, quoi. Les gens connaissent, le public connaît ce sport. Et surtout, c'est un sport qui fascine le public. Il y a une magie derrière ce sport. C'est-à-dire que, je sais pas, on croise quelqu'un dans la rue, bonjour champion du monde de tir à l'arc, le mec va dire bravo mon gars, quoi, tu vois. Et j'ai rien contre les gens qui font du tir à l'arc, c'est superbe. Mais je veux dire que quand on arrive et qu'on dit bonjour, je suis champion du monde d'apnée, tout de suite c'est explique-moi tout, je veux tout savoir, comment tu t'entraînes, combien de temps tu tiens, comment ça marche, tu descends les machins, les trucs. Donc c'est un truc qui fascine le public.
C'est un sport qui est tout à fait esthétique, en harmonie avec le milieu naturel, avec la nature. C'est un sport qui est très peu invasif pour la faune et la flore sous-marine. On est silencieux, en fusion avec l'élément, c'est très beau, etc. Donc en fait, tous ces éléments-là font que c'est un sport qui a un formidable potentiel de communication, en fait. C'est-à-dire que un apnéiste qui est filmé sous l'eau en train d'évoluer, ça fait le buzz, quoi. Et ça, de plus en plus de médias sont en train de s'en rendre compte et de plus en plus de sponsors et de grands groupes commencent à s'en rendre compte. Donc c'est un sport qui se développe et qui a le vent en poupe malgré tout. Donc le fait que ce soit considéré comme un sport bien-être, qu'on ait de plus en plus de licenciés, et le fait que ce soit un sport qui fascine le public et donc qui a un potentiel de voilà, et qui en plus c'est le fait que c'est un sport beau, peu impactant, en harmonie avec l'élément et son environnement, etc., etc. Que ce soit pas sport olympique, finalement, c'est pas trop un problème. Ça reste quand même quelque chose de plus en plus médiatisé, apprécié. J'aimerais qu'on parle aussi des nouveaux projets que tu nourris depuis 2017, donc en quelque sorte de ta reconversion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces projets ? Alors, il y a deux choses principalement. En gros, il y a une nouvelle tentative de record du monde d'apnée en distance sous la glace. Donc là, en gros, j'en avais fait une déjà en 2017 avec une monopalme et avec une combinaison. Cette fois, ça va être sans monopalme, donc à la brasse, et sans combinaison, en maillot. Donc il y a tout un aspect intéressant d'acclimatation au froid, d'impact du froid sur la physiologie, d'impact du froid sur le bien-être aussi, sur plein de trucs en fait, sur la récupération musculaire, le système immunitaire, le système lymphatique, les problèmes articulaires, les problèmes de dépression, les problèmes de surpoids, les problèmes de sommeil. Enfin, le froid a un impact, peut avoir un impact bénéfique sur pas mal de choses en réalité. Donc il y a tout un aspect médical, physiologique qui est très intéressant. Et il y a aussi donc de cette acclimatation au froid. Et il y a aussi voilà le fait de faire un nouveau record en distance voilà sous glace. Donc c'est pour l'instant c'est encore à l'état de projet. J'ai commencé à m'entraîner quand même néanmoins, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait ce projet intéresse vachement de gens et du coup voilà, on va sûrement essayer de faire un documentaire à l'occasion et je vais me faire suivre par des équipes qui vont assister à mes rencontres avec les médecins, les physiologistes, qui vont assister à mes entraînements en lac gelé, en eau froide, aux diverses rencontres que je vais pouvoir faire. Je suis censé rencontrer Wim Hof normalement, donc le fameux Wim Hof qui a développé cette méthode de bien-être par le froid là. Donc voilà, il y a plein de rencontres assez fascinantes, plein de moments assez difficiles, assez intéressants, assez jouissifs aussi d'ailleurs, hein, il faut l'admettre parce que il va pas y avoir que des moments désagréables hein, dans cette acclimatation au froid. Une préparation ponctuée de moments très intéressants qui vont faire l'objet, je pense, d'un documentaire hein, qui est à l'écriture actuellement. Et voilà, jusqu'au jour du record, qui aura lieu sous un lac gelé. Alors, je ne sais pas encore exactement où. Ce sera soit en Finlande, soit au Canada, même s'il y a de plus en plus de chances pour que ça se fasse au Canada. Pour diverses raisons. Pour ce projet, il y a une distance à battre. Excuse-moi, c'est un peu coupé. Tu disais le record officiel, il est à... Donc si je veux faire un record officiel, est à 75 mètres. Donc si je veux faire un nouveau record officiel, il faut que je nage 80 mètres. Mais récemment, il y a eu un record officieux. Un Finlandais qui a nagé 101 mètres comme ça sous la glace. Donc, en gros, il faut que je nage 102 mètres parce que je vais pas m'arrêter au record officiel. J'ai envie de faire un vrai record. Donc, mon objectif, c'est de nager 102 mètres sous la glace dans une eau entre 0 et 2 degrés en maillot, quoi. Voilà. Donc, autant
il y a du boulot. Ça va changer un petit peu de l'eau bleue et chaude que tu as à Nice. Ouais. Bah après, on a des lacs dans l'arrière-pays qui sont intéressants quand même. On a des lacs à 2-3 degrés là, dans l'arrière-pays niçois, dans lesquels je peux m'entraîner. Juste avant de te laisser enchaîner sur le deuxième projet, en parlant de froid, je sais pas si tu avais suivi, mais Barthélémy, qui t'avait déjà interviewé pour son podcast Extraterrien, a rencontré Claude Cazès, qui lui aussi fait pas mal de records, et notamment pour rester dans le froid. Que si jamais tu as besoin de conseils par un Français francophone, je pense que tu peux essayer de le contacter. Ouais, je connaissais pas ce monsieur, mais ça m'intéresse. Ouais, bien sûr. Claude Cazès, je note. Par l'intermédiaire de Bart, on devrait y arriver. Ouais. Alors, je te redonne la parole, excuse-moi, pour ce deuxième projet que tu nourris. Voilà, pour finir sur ces deux projets, j'ai aussi un projet de série documentaire qui normalement sera lancé à la suite de mon record et qui est une série en gros. Qui est une série à travers laquelle je vais partir aux quatre coins du monde un peu pour rencontrer les peuples qui vivent avec l'océan et essayer de comprendre à travers toujours la pratique de l'apnée, de comprendre un peu les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, notamment au niveau environnemental et notamment au niveau de la hausse de la température des océans. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller à travers mes yeux d'apnéiste, d'aller à la rencontre de ces peuples de la mer, quoi. Voilà. Super beau projet. Oui, c'est plutôt bien parti, quoi. Voilà. Juste parce qu'il faut en parler, il faut leur faire la part belle aussi. Est-ce que tu peux nous dire qui sont tes partenaires qui t'accompagnent sur ces projets? En termes de sponsoring, tu veux dire? Je te laisse la parole. Tu peux citer tous les partenaires que tu veux, ceux qui t'accompagnent en termes de financiers, ceux qui t'accompagnent au quotidien. Le micro est à toi. Alors, moi, j'ai longtemps été ambassadeur pour Mercedes-Benz, mais pour diverses raisons, le partenariat s'est terminé là il y a quelques temps. J'ai adoré de toute façon travailler avec cette marque. Hein, c'était super. Donc, ça a été un super partenariat qui s'est malheureusement terminé là il y a quelques mois. Donc malheureusement, Mercedes-Benz ne fera pas partie de mes partenaires pour ces deux beaux projets. Ensuite, il y a des discussions avec une grande marque horlogère, mais malheureusement, je ne peux pas encore en dévoiler le nom. Donc je vais rester discret là-dessus. Il y a la marque de haute couture, prêt-à-porter haute couture, et notamment connu pour ses chaussures Tod's. Il y a aussi l'Ocean Club de Marbella en Espagne qui m'accompagne. Et après, à moindre échelle, j'ai des plus petits partenaires, voilà, qui m'accompagnent au cours de la saison. Mais là, disons que j'ai cité les principaux en tout cas, et je reste évidemment tout à fait en recherche et en plein démarchage de l'équipe qui m'aide beaucoup pour ça. Donc ils sont en pleine recherche en ce moment, notamment des compagnies d'assurance, notamment d'autres constructeurs automobiles, notamment des grandes banques aussi, des grands groupes sportifs, des grandes marques de sport. Voilà, il y a tout un tas de partenaires qu'on peut imaginer dans ce genre de projet. Donc voilà, il y a plein de discussions actuellement, mais malheureusement, je peux pas encore trop en dire, quoi. Bon, écoute, tu reviendras nous en parler quand tout sera bouclé, et puis soit juste avant, soit juste après ton record. Ce sera un plaisir de t'accueillir à nouveau. Avec grand plaisir. Alors très rapidement, parce que tu m'as dit être pris par le temps, je voudrais juste te poser 2 dernières questions, et puis après je te laisse filer, aller boire un verre d'eau avant d'enchaîner avec tes prochains rendez-vous. Si tu pouvais changer une chose dans ta vie de sportif, qu'est-ce que ce serait? Si je pouvais changer une chose, là tout de suite. Tout de suite, j'aimerais bien avoir un chez moi parce que je suis en plein déménagement entre Paris et Nice et j'ai pas encore. Je cherche un appartement ici à Nice, donc j'aimerais bien avoir un chez moi. Ça, ce serait pour l'instant, bon, je me débrouille autrement. Hein. Je suis ici à Beaulieu, on me dépanne cet appartement, donc c'est super. Hein. J'ai beaucoup de chance, mais j'aimerais bien trouver très vite un chez moi ici pour pouvoir avoir une base sécure ici avec
avec mes affaires ici à Nice, quoi. Ça serait pas mal. Ce serait vraiment dans l'immédiat, c'est le premier truc auquel je pense, et que très vite ce confinement s'arrête pour que je puisse justement avancer sur ces projets avec mes partenaires, avec les groupes qui seraient potentiellement intéressés pour être partenaires sur ces projets, quoi. Donc ça, c'est important que ce confinement s'arrête très vite. Si je pouvais changer ça aussi, ce serait pas mal. Bon, le message est passé, hein. Chères auditrices, chers auditeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pensez à Arthur si vous nous entendez et si vous avez un appart de libre. S'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, est-ce que tu aurais des noms à nous envoyer? J'aime beaucoup Phelps, mais voilà, c'est une question difficile, ça. Ouais, un nageur, un Phelps. Si vous êtes encore là, comme le dit Sylvain Barthes du podcast Extraterrien, ce serait pas mal. Vous avez dû apprécier cet épisode et je va falloir sous-titrer énormément. Tu me lances un sacré défi. Savez, la un français. C'est d'aller sur Apple Podcast, me laisser un commentaire et j'espère une note 5 étoiles. J'en serais extrêmement heureux. Allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs. Bah tiens, Mathias Dandois, tu vois. Mathias Dandois, ok. Mathias Dandois, champion de BMX que j'aime beaucoup, qui est un copain, qui est un copain surtout sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est rencontrés qu'une ou deux fois, mais j'aime beaucoup le feeling que dégage ce mec et c'est un sacré athlète aussi, donc je pense que ça peut être un mec intéressant à interviewer si jamais. Voilà, un Mathias Dandois, ce serait très bien. Ouais. Ok, bah écoute, c'est noté. Je prendrai contact avec lui. Et puis si jamais j'arrive pas à l'avoir, je te demanderai une mise en relation. Allez, avec plaisir, quand tu veux. Écoute, Arthur, merci beaucoup pour toute ta transparence, pour toute cette franchise, pour tout ce que tu nous as raconté. Je t'ai pris énormément de temps. Alors, je vois que le temps file. Je vais te laisser y aller. Je te remercie beaucoup. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez quelques questions à poser à Arthur ou si vous voulez suivre un petit peu plus son défi, je mets toutes les références dans les notes de l'épisode. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Avec grand plaisir.